Bonjour, dans ces conditions particulières, nous allons aborder le chapitre important de la sylviculture. Prenez un moment pour formuler avec vos mots ce qu'est la sylviculture. C'est tout bon? Très bien. La sylviculture vient du mot silva, en latin, qui veut dire bois, forêt, et cultura, qui veut dire culture. Si on prend la définition du mot sylviculture, il s'agit de l'ensemble des techniques visant à créer, renouveler, améliorer un peuplement forestier en anticipant, accompagnant ou orientant la croissance naturelle des arbres vers une production de biens ou de services, sans compromettre l'avenir de l'écosystème forestier. En gros, il s'agit là de travailler avec la nature, de la guider et de l'observer. La croissance des arbres, leurs exigences, leur réaction aux conditions de vie dépendent de processus naturels avec lesquels l'être humain doit composer. Finalement, le sylviculteur ne peut que guider les peuplements vers un état capable de répondre aux attentes de la société. Selon les objectifs, nous pouvons seulement l'accompagner. En résumé, un bon sylviculteur est capable d'une grande observation et compréhension de l'évolution naturelle de la forêt. Abordons maintenant la dynamique forestière. Qu'est-ce que la dynamique forestière? On va prendre un exemple pour imager tout ça. Prenez une montagne avec un cours d'eau qui s'écoule du point A au point B. Si vous êtes au point A et que vous voulez vous rendre au point B, il vous suffit simplement d'un radeau et de vous laisser porter par le courant pour atteindre le point B, donc votre objectif. La destination est donc compatible avec le courant naturel. Donc imaginez que si vous montez sur votre radeau au point A, sans rien faire, vous atteindrez votre point B. Tout ça sans effort. Maintenant, prenons une autre situation. Imaginez que le point A se trouve en bas et le point B en haut. Pour atteindre le point B, vous pouvez sans autre monter le courant avec un bateau. Mais pour ça, il faudra ramer et déployer de gros efforts. La destination est contraire au courant naturel. Du coup, un gros effort en perspective. Si vous faites une pause, vous retournez au point A, emporté par le courant naturel. Maintenant, une troisième situation. Le point A se trouve encore en bas et le point B en haut. Vous pouvez monter le courant avec un bateau à voile. Dans ce cas-là, la destination est également contraire au courant naturel. Cependant, vous utilisez une autre force naturelle, dans ce cas-là le vent, pour économiser ces efforts. La marge de manœuvre est plus importante que sur un radeau, parce qu'on peut choisir la destination. Si on aborde ce sujet, c'est bien évidemment que l'image du fleuve est aussi applicable en sylviculture. Et dans ces cas-là, le fleuve représente l'évolution naturelle de la forêt, sans intervention humaine. Nous avons bien sûr le choix de travailler à contre-courant des processus naturels, tout ça dépendant de l'objectif qu'on s'est fixé. Mais plus la différence entre les objectifs et l'évolution naturelle est grande, plus l'effort sera important. Et plus la dynamique naturelle est puissante, donc imaginons la force du courant, plus la marge de manœuvre sylvicole est faible. Et dans ce cas, si on arrête de faire des efforts, donc si on arrête de faire des interventions, l'évolution naturelle reprend peu à peu ses droits, comme la barque qui revient en arrière si on arrête de faire quelque chose. Si on prend l'exemple d'un peuplement de hêtres, dans lequel vous avez choisi de favoriser d'autres essences, si tout d'un coup vous arrêtez ces interventions, le hêtre reprendra petit à petit sa place. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la forêt a besoin de nous pour évoluer? Eh ben non. La forêt est présente sur Terre depuis 300 millions d'années, donc bien avant que l'être humain existe. Et elle sera là bien après nous. Alors, comment se développe une forêt naturelle? Si on part d'un terrain vague, la première phase est la phase initiale où se développent des essences de lumière ou des bois blancs, comme le bouleau ou le saule. Et cette étape-là est très importante pour l'installation des essences climatiques. Donc il s'agit des essences comme le sapin, le hêtre, en gros toutes les essences qui vont composer notre peuplement. Suite à ça,
La phase de transition. Il s'agit de l'installation des essences d'ombre. Elles vont prendre petit à petit le dessus sur les essences de base, donc les essences pionnières. Une fois la phase de transition passée, nous avons la phase la plus longue, c'est-à-dire la phase optimale, où notre peuplement il va perdurer. Et on parle alors de forêt climax. Le climax il perdure jusqu'à la première perturbation majeure, tempête, maladie, etc. Puis la phase de vieillissement arrive. Donc là, il y a quelques arbres qui vont commencer à dépérir, qui vont sécher, qui potentiellement peuvent tomber, casser, et qui sont plus fragiles. Suite à ça, la phase d'effondrement. Elle porte bien son nom car la forêt va littéralement s'effondrer. Ça va mettre de la lumière au sol, ce qui va permettre au peuplement futur de s'installer gentiment. Cette dernière étape est la plus riche en biodiversité. Le bois mort se décompose, les champignons arrivent, le rajeunissement peut pousser dessus, et ça profite à plein d'espèces. Et quelle est la différence entre une forêt naturelle et une forêt vierge ? La forêt naturelle est une forêt qui n'a plus été exploitée par l'homme et par choix, elle a été remise à la nature. Imaginons par exemple les réserves forestières actuelles. Tandis qu'une forêt vierge est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme. En Suisse, il en existe très peu. Et en plus, elles sont de petites superficies, comme on voit sur le tableau. Sur la plus grande des trois, seule une partie peut être considérée comme forêt vierge. C'est évident que dans notre pays, ces forêts sont préservées grâce aux difficultés d'accès et de transport des bois. Si on prend l'exemple de Derborance, en 1714 et 1749, de gros éboulements ont détruit une partie de la forêt. Comme on peut le voir sur cette image, une grande partie de la vallée a été recouverte par les cailloux. Souvenez-vous du schéma de la forêt naturelle. La première phase, sur un terrain complètement rocailleux, est la phase initiale. Du coup, la forêt s'est développée depuis lors sans l'intervention de l'homme pour atteindre une forêt qui a environ 300 ans. Donc on atteint gentiment la phase d'effondrement. La dynamique des forêts exploitées est bien différente. On évite les phases de vieillissement et d'effondrement, ce qui nous permet d'avoir des cycles plus courts qu'on appelle période de révolution, qui durent entre 60 ou 150 ans en fonction des essences. De cette façon, ça nous permet d'exploiter 4 fois le volume pour la même période qu'une forêt naturelle. La mortalité naturelle y est presque totalement remplacée par des coupes ou des éclaircies. Cela conduit généralement à un degré de couverture plus faible que celui des forêts naturelles. Dans une forêt pérenne, la méthode de récolte est un petit peu différente. Au lieu d'avoir une génération et on récolte, on a les générations qui s'entremêlent. Par contre, ça demande une gestion forestière un petit peu particulière. Parce qu'il faut marteler dans tous les étages un petit peu, et régulièrement. Si on prend l'exemple, pour une forêt irrégulière comme ceci, nous allons aussi bien récolter des vieux arbres, des arbres plus jeunes, et des arbres qui se trouvent dominés afin d'intervenir dans tous les étages de végétation. Cette intervention se fait régulièrement, tous les 10 ans environ, et par petites doses. Parlons maintenant de la sylviculture proche de la nature. Il n'existe pas une définition claire de la sylviculture proche de la nature dans la loi sur les forêts, mais on va aborder quelques points. De toute façon, un des principes fondamentaux pour la gestion des forêts en Suisse est de travailler proche de la nature. Mais que veut dire proche de la nature finalement ? Eh bien, tout d'abord, la fertilité naturelle du sol ne doit pas être affectée par la gestion des forêts. On ne peut pas mettre un terrain à nu, par exemple. La capacité de génération naturelle de la forêt est conservée ou améliorée. Utiliser un maximum le rajeunissement naturel. Travailler aussi avec le mélange des essences et qu'il soit adapté à la station. Rajeunissement naturel ou artificiel. Quels sont les points forts du rajeunissement naturel ? Il est peu coûteux, évidemment, étant donné qu'on le trouve sur place, donc on n'a pas besoin d'investir. Il permet une grande biodiversité, parce que les essences sont variées. Il est bien structuré. Il est adapté à la station, étant donné que les essences qui sont en train de pousser, elles viennent du peuplement en place. C'est aussi une façon de préserver la génétique des arbres. Imaginez un endroit où vous avez des magnifiques chênes, et ben c'est seulement grâce à ces chênes qu'on peut avoir du rajeunissement de chênes de qualité. Et la densité est plus élevée. Dans un peuplement naturel, évidemment qu'on ne va pas avoir des arbres tous les 2 mètres, on a des arbres qui poussent un peu partout, donc plus de densité.
Le rajeunissement artificiel a aussi ses points forts. On peut pratiquer des conversions de peuplement, typiquement les peuplements purs qu'on a envie de convertir en peuplement mélangé. On peut reboiser plus rapidement un peuplement. Imaginons qu'il y a eu une tempête, par exemple. On peut mettre des essences sans attendre que ça pousse naturellement. On peut choisir les essences qu'on a envie. Typiquement, vous voulez du cerisier à un endroit et il n'y a pas de porte-graines, donc il est obligé de le planter pour en avoir. Vous pouvez choisir la qualité. En pépinière, il est possible de faire une sélection, on en discutera de ça après aussi, donc de choisir une bonne qualité. Vous pouvez faire une structure différente, donc ça c'est un petit peu paysager la forêt, choisir de faire des collectifs. Et vous pouvez choisir la provenance des essences. Le choix de la provenance est important quand vous faites une commande en pépinière, parce qu'il faut choisir des essences adaptées à la station. Un épicéa qui a poussé à 1500 mètres d'altitude ou en plaine, il n'a pas les mêmes capacités de croissance et de résistance. Et quand on dit adapté à la station, il faut savoir ce qu'est une station. L'écogramme des stations, c'est un tableau dans lequel il y a deux colonnes. Une colonne à gauche pour les sols mouillés et secs, et une colonne en bas pour les sols acides et basiques. Et sur ces différents sols, les essences n'ont pas les mêmes capacités. En plus, suivant l'altitude, entre 700 mètres ou 1000 et 1400, les essences qui seront présentes naturellement ne seront pas les mêmes. Si on peut résumer plus simplement, en fait, chaque type de sol a une essence qui va dominer. Et ce tableau montre quelle essence va dominer dans quel type de sol. Quand vous faites une commande dans une pépinière, il est important de prendre en compte cette provenance. Quels sont les autres points qui sont présents dans une commande de plan forestier? Nous avons les essences désirées, qu'est-ce qu'on a envie de planter, le nombre de plants par essence, la provenance souhaitée pour les essences, ça peut être un épicéa d'une provenance et un épicéa d'une autre provenance, l'âge et la taille des plants, ça influence le prix aussi, l'adresse du propriétaire forestier, donc ça c'est le destinataire de la facture, les délais et lieux de livraison, très important, et l'adresse et le numéro de téléphone de l'acheteur pour les contacts éventuels lors de la livraison. Quand vous transportez des plants, il faut faire attention à ne pas les assécher. Donc il faut si possible les transporter dans un véhicule fermé ou dans une remorque bâchée. Et si on n'a pas le choix, on les met dans ces sacs plans frais. Le soleil et le vent sont les principales causes d'assèchement des racines. Les plants en pot sont souvent de plus petite taille, mais ils sont très efficaces pour être plantés par exemple dans les sols superficiels comme les cailloux ou en montagne où le développement des racines est plus difficile. Le taux de reprise est bien meilleur que des plants en racines nues. Une fois que vous recevez les plants, il est important de bien les contrôler. On contrôle le nombre, l'essence, la taille, s'il y a des blessés et l'état général des plants. Tailler les racines est une mesure très importante, mais il faut la faire de la bonne façon. C'est-à-dire ne pas couper les racines principales. Il faut utiliser un sécateur bien affûté car la coupe doit être nette. Attention à laisser un maximum de radicelles, c'est-à-dire ces petits filaments qu'il y a là sur cette photo, parce que c'est ça qui va permettre au plant de mieux repousser. Et la taille ne doit pas dépasser la largeur d'une main. Une fois cette opération effectuée, on fait du pralinage. Donc c'est tremper les racines dans une substance qui permet, comme une sorte d'engrais, de favoriser la reprise du plant quand il sera planté. Il existe une étape intermédiaire entre la plantation et la pépinière, c'est la jauge. Quand vous recevez des plants en grande quantité, il faut pouvoir les mettre en terre en attendant de pouvoir les planter. Donc il s'agit de faire des grandes tranchées. La position de la tranchée est super importante. Il faut que ce soit à l'ombre, protégé du vent et avec un peu d'humidité pour garder sur la distance les plants en bon état. Vous faites un trou ou une tranchée, vous mettez les plants dedans, par essence, et vous recouvrez bien les racines avec de la terre, puis vous tassez. Si vous avez des entrées d'air, ça peut être un problème pour l'assèchement des racines et du coup votre plant a des risques de crever. Une bonne astuce pour maintenir un peu l'humidité au sol, il s'agit de poser ces branches de sapin sur la partie des plants qui ne seraient pas protégés. Évidemment, ce rassemblement de plants, c'est comme un gros garde-manger pour le gibier, donc si vous avez le moyen de les protéger avec des moyens chimiques, comme sur cette photo, il ne faut peut-être pas hésiter. Quand vous sortez les plants de la jauge,
il faut mettre dans des sacs plants frais à nouveau, comme pour le transport, afin de garder les racines au frais et les maintenir humides. On va se pencher maintenant sur la plantation en trou. Donc là, vous voyez qu'il a tiré une ficelle pour planter droit, déjà, pour le planter en ligne. La première étape consiste à éliminer la végétation et la faune de la surface du sol afin de ne pas la mélanger à la terre. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir le trou en faisant attention de bien garder la terre proche du trou pour pouvoir l'utiliser après. Il est important de remettre un peu de terre fine au fond. Vous placez le plant droit dans le trou avec les racines de façon symétrique pour qu'elles puissent pousser dans tous les côtés. Vous pouvez recouvrir les racines avec de la terre fine, puis vous la compactez une première fois. Bouchez le reste du trou avec de la terre, que vous allez également bien compacter, mais faites surtout attention à la position du collet, car c'est la limite entre les racines et le tronc qui doit se trouver hors de la terre. Et on peut finir par recouvrir la terre remuée avec de la fanne, ramener l'humus et remettre la litière. Il existe aussi d'autres outils que le piochard pour planter, par exemple une tarière. Cependant, il faut avoir de la terre avec un minimum de cailloux et de racines, sinon ça bloque. Il existe d'autres méthodes pour rajeunir un peuplement par voie végétative. Par exemple, le rejet de souche. C'était une méthode très utilisée à l'époque, surtout quand on exploitait des forêts qui étaient sous le régime du taillis ou du taillis sous futé. Le drageon se développe à partir d'une racine, et non pas à partir d'une graine. On pourrait apparenter ça à un rejet de souche, mais à partir de la racine. Certaines essences problématiques, comme les lentes, une néophyte envahissante, réagissent fortement de cette façon. Dès le moment où on coupe la base du tronc, elle déploie toute son énergie dans la repousse de drageon pour sa survie. La bouture est une forme de clonage. On coupe des tiges de la plante mère, puis on les replante sous la forme de piquets. Comme on peut le voir sur cette image, la partie sous terre refait des racines et la partie à l'air repart sous la forme de pousses et de feuilles. Ce procédé est très répandu dans le génie biologique, car il est possible de stabiliser un terrain rapidement. Et enfin, le marcottage est une méthode de multiplication des végétaux quand, par exemple, le bouturage est difficile. On fixe une des parties aériennes de l'arbre, comme par exemple une branche basse, à l'aide d'un tuteur. Une partie de cette branche sera recouverte de terre, de telle façon à ce que les racines reprennent. Une fois que c'est le cas, elle pourra être séparée de la branche mère, ce qui donnera un nouveau plant. Les plantations sont très sensibles à la pression du gibier. Ils causent des dégâts aux jeunes plants pour diverses raisons. Tout d'abord, pour compléter son alimentation, le gibier mange les bourgeons terminaux riches en énergie. On appelle ce dégât l'abroutissement. Certains petits mammifères et le cerf mangent l'écorce des arbres. On appelle ça l'écorçage. Les dégâts sont également dus au comportement des cervidés. Les chevreuils et le cerf frottent leur bois contre les tiges pour perdre le velours qui les recouvre. En période de rut, les jeunes mâles déchargent leur agressivité en s'en prenant aux arbres et arbustes. Une façon de marquer leur territoire. Ce dégât s'appelle la frayure. Il est donc indispensable de protéger les essences sensibles aux dégâts du gibier. Il existe plusieurs formes et méthodes de protection des plants. Une forme individuelle ou collective et une protection chimique, mécanique ou naturelle. La forme la plus simple est d'utiliser 3 piquets. Attention de bien les disposer afin d'éviter que le gibier puisse se faufiler à l'intérieur et du coup blesser les arbres. Pour les feuillus qui développent une tige belle droite, comme le cerisier ou l'érable, vous pouvez mettre des protections biodégradables comme celle-ci. Il existe des protections sous la forme de spirale qui permettent à l'arbre de croître librement tout en gardant son effet protecteur. Ces protections métalliques sont plutôt adaptées aux résineux. Un suivi rigoureux doit être effectué pour éviter à ces protections de se faire englober par la croissance de l'arbre. Les corbeilles sont adaptées à tout type d'essence, aussi bien feuillus que résineux. La mise en place de ces corbeilles nécessite la pose de 2 piquets, puis on y ajoute la corbeille en surveillant bien de l'agrafer au piquet, ceci pour éviter que le gibier puisse la lever avec ses bois. Il est important de bien les entretenir, surtout les premières années, en fauchant autour de ces protections et en enlevant les ronces qui pourraient s'y trouver.
Contre les dégâts du cerf, il existe également des systèmes de protection. Pour les grosses surfaces, il est peut-être plus judicieux de partir sur une protection collective, comme une clôture. Ça demande toutefois un gros investissement pour sa mise en place, son entretien et au moment de la démonter. Il existe également des protections chimiques sous la forme d'une pâte qui fait office de répulsif pour animaux. Et pour protéger le bourgeon terminal contre l'abrutissement, il existe différents systèmes, mais ils sont assez peu utilisés. Contre les petits mammifères, tels que les rongeurs, nous pouvons utiliser une protection naturelle. Il s'agit de disposer sur la surface de plantation des perchoirs à rapaces. Le gibier n'est pas le seul problème, surtout dans les forêts très parcourues. Le service forestier doit des fois mettre en place des recommandations pour éviter au public de causer des dégâts aux jeunes plants. Le dernier point que nous allons aborder lors de ce premier cours est le plan de culture. Dans les endroits où il y a des grandes surfaces à reboiser, il est nécessaire de faire un croquis sur lequel on va pouvoir définir différentes informations. Par exemple, le type d'essence à planter, à quel endroit, sous quelle forme, la position des jauges, de la desserte fine, etc. Toutes ces données doivent être transmises aux praticiens par le gestionnaire forestier. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.